Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette conférence sur les dessous de l'industrie du X, l'industrie pornographique. Oui, nous sommes à l'université, nous traitons de tous les sujets, même ceux qui sont peu thématisés, voire même tabous, dont celui d'aujourd'hui, peut-être parce qu'il est complexe et même souvent divise ou stigmatise. Pourtant, c'est un sujet qui occupe une place importante dans la société. Il suffit de songer aux chiffres pour se rendre compte de son importance, qu'il s'agit d'une des plus grosses industries mondiales, avec un chiffre d'affaires comparable à l'industrie du film Hollywood, ce que certainement notre première intervenante, Guietre, l'identité, Hubert, fiscaliste et juriste, va nous expliquer. Comprendre les dessous de l'industrie du X, c'est aussi comprendre quelle est l'influence de cette industrie sur nos relations intimes, nos relations sexuelles, sachant que beaucoup parlent d'addiction, mais que probablement c'est beaucoup plus complexe que cela, avec des mythes et réalités autour de l'addiction et l'hypersexualité, ce que nos deux experts, Kathleen Smooth et Francesco Bianchi De Micheli, psychiatres et psychologues et sexologues, vont nous expliquer. Comprendre l'industrie, les dessous de l'industrie, c'est aussi comprendre comment l'industrie utilise les technologies numériques, par exemple l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les métavers, au service des sexualités, sachant que les technologies tendent à reproduire les traits humains, voire les stéréotypes humains, ce que l'on appelle souvent le côté anthropomorphique des technologies, à l'image de l'application Replica, qui propose des, je cite, des AI girlfriend ou AI boyfriend sous forme de répliques de célébrités, parfois avec ou sans autorisation. Et ça, notre intervenant Saul Pandelakis, chercheur et expert en design, va aussi nous expliquer. Je préciserai que certains sujets ne seront hélas pas ou peu traités pour des questions de temps telles que le droit, bien qu'ils soulèvent d'importants défis, qu'il s'agisse des questions classiques de protection des données ou des questions de protection des jeunes face à ce que l'on appelle les cyberdélits, par exemple le chantage en ligne, appelé souvent sextorsion, ou également des questions juridiques moins explorées, comme savoir quelles sont les limites du droit pénal, quant à savoir quel contenu interdire, sachant que l'intelligence artificielle permet de fabriquer, on peut appeler des imaginaires pornographiques, sans représenter l'humain systématiquement, au point que pour un média américain, le Média 404, nous assistons aujourd'hui à, je cite, un nouveau genre de pornographie dans lequel les humains ne sont bientôt plus qu'un vieux souvenir. Alors, pour ces autres questions, je me permets de renvoyer à nos centres d'expertise à l'université, en particulier le Digital Law Center, auquel je suis rattaché, qui traite des questions de droit du numérique, et puis bien évidemment le centre Maurice Chalumeau pour les sciences des sexualités, qui est partenaire de ce soir. Quelques mots, une minute encore sur le contexte, simplement pour vous dire que cette conférence est la première de notre 4e cycle de conférences, qui s'intitule « Parlons numérique », dont le but est de dialoguer avec l'université et la cité, ce qui explique pourquoi chacun, chacune peut participer au débat, que vous soyez chez vous depuis votre salon ou avec nous dans la salle, en posant des questions via l'outil Slido que vous avez juste à droite de l'écran, ou alors en utilisant le micro qui va circuler dans la salle lors du temps de parole réservé au public dans deuxième partie de conférence. Enfin, cette conférence est organisée non seulement par le Bureau de la transformation numérique du rectorat, mais aussi avec le Centre Maurice Chalumeau des sciences en sexualité que je salue, et s'inscrit dans mon cours transversal « Comprendre le numérique » avec des étudiantes et étudiantes du cours que je salue également, qui ont accepté de venir pour poser des questions en deuxième partie. Sans plus tarder, je laisse la parole au modérateur Ferdinando Miranda, directeur du Centre Maurice Chalumeau, pour présenter le déroulé et les intervenants. Je vous souhaite à toutes et tous, je nous souhaite une excellente conférence. Bonsoir, merci Yannick. En effet, parler de pornographie et le faire dans la plus importante salle de l'université, ça va faire discuter sûrement. Donc, à moi, le rôle de modération ce soir. On va passer environ ensemble 1h30 avec 4 interventions d'environ 10 minutes qui permettront chacune de poser le contexte. Ensuite, sera le moment des questions-réponses. Donc, sera votre tour. Tout d'abord, comme était déjà dit, par des questions qui seront posées par les étudiants et étudiantes du cours transversal Comprendre le numérique. Ensuite, sera la possibilité pour les personnes qui nous suivent ailleurs qu'ici et vous en salle. D'ailleurs, il y a la possibilité à travers la plateforme de voter les questions. Comme ça, les questions les plus votées seront
posées. Ensuite, j'ai l'occasion hyper brièvement de vous dire qu'est-ce que c'est le Centre Marius Chalumeau Sciences et Sexualité. C'est un centre créé grâce à un don philanthropique en 2020. C'est un centre interdisciplinaire de l'Université de Genève, unique dans son genre en Europe, qui encourage la recherche et la formation en sciences et sexualité en s'inscrivant notamment en 3 axes qui sont art et savoir sur les sexualités, droits sexuels et santé sexuelle. Nous soutenons, entre autres, parmi nos activités actuellement 12 projets de recherche, dont le projet de la docteure Guèdre Lidekit-Hubert, une recherche sous le titre « Aspects fiscaux de l'industrie pornographique » qui ce soir se termine officiellement avec la publication de cette brochure que vous trouvez à l'entrée de la salle gratuitement ou téléchargeable aussi en ligne. En effet, la docteure Guèdre Lidekit-Hubert nous présentera ce soir cette brochure qui a été entre autres coordonnée notamment par Lauriane Pichonnat et Pauline Gay du Centre Marius Chalumeau Sciences et Sexualité, auquel va mon remerciement. Quelques mots pour vous présenter la docteure Guèdre Lidekit-Hubert, donc titulaire d'un doctorat en droit fiscal. Elle a également obtenu un diplôme en International Trust Management décerné par la Society of Trust and Estate Practitioners, ainsi que la meilleure étudiante en Suisse lors de ce diplôme. Elle a reçu plusieurs prix, bourses et subsides et par ailleurs récemment été nommée professeure en droit fiscal à l'Université de Neuchâtel dès la rentrée. Saint-Gall, vous voyez, je ne suis pas bien préparé. Merci. Donc, elle va nous présenter ce soir l'architecture de cette industrie et de son écosystème financier, ainsi quels sont les acteurs de ce système et ainsi que les flux d'argent sous-jacents. À vous, Guèdre, la parole. Merci beaucoup, Fernando. Merci aux organisateurs. Donc, c'est ça. Oui. Je suis ravie de participer à cette conférence aujourd'hui et de présenter mes recherches sur l'industrie de la pornographie numérique qui était financée par le Centre Maurice Chalumeau. Et encore mes remerciements à ce centre pour son soutien à la recherche des sujets qui sortent vraiment des sentiers battus. Parce que la pornographie, en effet, est un sujet particulier, dans le sens que d'un côté, elle est omniprésente, mais de l'autre côté, elle est invisible. Donc, on peut tous accéder en quelques clics au matériel pornographique sur Nonatel. Mais par contre, on voit très peu de débats sur cette industrie dans le domaine public. Donc, je vous présenterai quelques conclusions aujourd'hui des rapports que j'ai fait pour le centre, que Fernando a déjà présenté. Et ces rapports essaient de juste combler quelques des lacunes qui existent dans ce domaine parce qu'en fait, cette invisibilité de cette industrie est particulièrement remarquable dans les recherches économiques et juridiques, sauf peut-être en ce qui concerne le droit pénal. Et c'est regrettable, en fait, parce que ce domaine, ce champ de recherche présente un grand intérêt, et notamment du point de vue fiscal. Pourquoi? En fait, dans ces dernières années, cette industrie a radicalement changé avec la numérisation. Les dernières années, ça veut dire peut-être 2 dernières décennies. Et là, il faut savoir que la numérisation et ses effets économiques sont maintenant au cœur des discussions internationales sur la réforme fiscale. Même si vous n'êtes pas fiscaliste, ou même si vous n'êtes pas juriste, je suis sûre qu'il y a pas mal de gens dans cette salle qui ont entendu parler de l'OCDE, de la grande réforme d'imposition d'entreprise, qui en fait est vraiment liée à la numérisation d'économie.
Et quand on parle, quand il y a des débats sur l'économie numérique dans cette réforme, on parle des multinationales comme Facebook, comme Amazon, TikTok, etc., etc. Mais dans des milliers de pages de l'OCDE, vous ne trouvez aucune analyse sur l'industrie de la pornographie numérique. Et j'ai trouvé ça franchement étrange quand j'ai commencé mes recherches sur ces sujets. Donc, cette industrie est un peu exclue et je voulais savoir pourquoi. Pourquoi c'est intéressant d'étudier la pornographie numérique dans ce cadre? En fait, du point de vue fiscal, si on veut réformer l'imposition de l'économie numérique, on doit quand même comprendre comment cette économie fonctionne, on est bien d'accord. Et il ne faut quand même pas oublier que l'industrie du porno occupe une grande partie de l'économie numérique. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. En fait, on connaît certes peu ces structures juridiques et économiques, mais on sait que c'est une grande industrie internationale avec des marchés énormes, avec des flux de revenus, des chaînes d'approvisionnement importants à l'échelle mondiale aussi. Elle est évidemment hautement numérisée. Et c'est un secteur qui possède des modèles commerciaux radicalement nouveaux, comme certaines compagnies qui avaient émergé aussi avec la digitalisation, comme Facebook, Google. Donc, leurs modèles commerciaux qu'ils utilisent sont vraiment très différents de ce qu'on a vu dans le XXe siècle. En plus, c'est un secteur qui est extrêmement innovant, si ce n'est pas le plus innovant sur l'Internet. Très peu de gens connaissent ça, mais en fait, c'est assez connu dans le monde IT. Et là, j'ai discuté avec vraiment les spécialistes, les chercheurs les plus connus dans le domaine. Donc, la pornographie a vraiment contribué beaucoup au développement de l'Internet en général, au protocole de l'Internet, en ce qui concerne des modèles de paiement, des modèles commerciaux, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'industrie qui était là-bas au tout début et maintenant, on n'a pas à le prendre en compte dans des discussions économiques, ça me paraît un peu bizarre. Il y a donc d'autres éléments. Il ne faut pas oublier que ce secteur est géré vraiment par des entreprises technologiques sophistiquées, même si leur site web donne l'apparence des services de distribution d'amateurs. Elles sont tout sauf cela, en fait. Ces entreprises emploient vraiment des centaines de techniciens qui gèrent les algorithmes, qui créent des algorithmes, optimisent la gestion des bases de données, etc., etc. Et en vente, il y a des personnes qui inventent de nouveaux modèles commerciaux, etc. Donc, et comme d'autres géants de la technologie, tels que Amazon et Facebook et Google, l'activité principale de la pornographie numérique est la création et la collecte de données, rien d'autre, des données donc d'utilisateurs. Donc voilà, mais quelles sont ces entreprises que je mentionne? Donc, comme j'ai déjà dit, on a assez peu d'informations. Mais on sait, et beaucoup de ces informations sont sorties grâce à une enquête qui était une enquête très sérieuse réalisée par le Financial Times, que les sites principaux sont détenus par deux compagnies multinationales rivales. Donc, vous avez sûrement vu, je pense, en tout cas, écrit quelque part certains de ces sites, comme par exemple Pornhub. Mais je suis pas sûre que tout le monde a entendu que ces sociétés sont détenues par une compagnie qui s'appelle MindGeek, qui s'appelait jusqu'à cette année MindGeek. Cette compagnie est reconnue vraiment comme le principal responsable de l'ampleur stupéfiante, vraiment, et la grande accessibilité du matériel pornographique en ligne. Elle a son siège social à Luxembourg et elle possède des dizaines de filiales dans le monde entier et son siège effectif est au Canada. Donc, il y a plein de questions fiscales qui se posent, mais on n'a pas de temps d'en discuter. MindGeek avait pas mal de problèmes, accusations de fraude, etc., etc. Donc, en fait, cette année, ils ont juste changé leur nom. Ça s'appelle maintenant iLaw. Donc, mais il n'y avait pas d'autre changement, à mon avis, que le changement de nom. Maintenant, si vous avez quand même entendu parler de MindGeek, parce que c'était un tout petit peu dans les journaux, je suis sûre que vous n'avez jamais entendu de cette compagnie qui s'appelle, il faut que je le lise, parce que ça s'appelle Web Group Czech Republic, WGC.
déjà le nom, vous voyez, ce n'est pas très facile à retenir. Apparemment, c'est une rivale de MindGeek, une autre société. Les informations commerciales concernant ce groupe sont gardées très secrètes, mais d'après des informations aussi trouvées par le Financial Times, on sait que ces sites, par exemple Xvideo et XNXX, accueillent environ 6 milliards de visites par mois. Ça veut dire que c'est à peu près autant que Twitter, enfin, ou X maintenant, et bien plus, par exemple, que d'autres sites comme Pornhub. Les sites de ces sociétés, comme Xvideos, Pornhub, XNXX, se classent respectivement au 11e, 3e et 14e des sites les plus visités au monde en 2022. Donc ça dépasse par conséquent l'Amazon, TikTok et OpenAI. Voilà, donc encore pour vous montrer que l'industrie est quand même importante et il faut qu'on en discute. Maintenant, la fiscalité. Donc on a bien compris qu'on parle de groupes multinationaux et les questions fiscales normalement liées à ce genre de structures sont compliquées. Nous n'avons pas de temps de tout traiter, mais je voulais juste dire qu'une question fondamentale de la fiscalité internationale contemporaine aujourd'hui qui se pose est la suivante, en fait, comment on peut imposer la présence numérique? Je vous donne juste un exemple. Imaginez qu'on a une société distributrice dans le pays A, disons MindGeek quelque part au Luxembourg, qui envoie le contenu gratuit, d'accord, vers un autre pays où il y a des utilisateurs. Donc, vous allez me demander comment elle fait l'argent si elle voit le contenu gratuit. Eh ben, elle collecte les données et après, on peut faire pas mal de choses avec des données. Voilà. Le problème, en fait, des règles contemporaines est que seulement les pays A, dans ce genre de cas, peuvent prélever l'impôt parce que la société distributrice n'a pas de présence numérique dans le pays B. En fait, il n'y a pas un paiement qui se passe. Bon, ce n'est pas vrai parce qu'en fait, vous payez quand même avec vos données. Hein. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Le contenu n'est pas vraiment gratuit. Mais selon les règles fiscales actuelles, ça n'a pas de conséquences fiscales pour les pays B. On peut avoir un énorme marché, par exemple, utiliser beaucoup d'Internet, etc., mais le pays B ne peut rien faire. Et ce problème est maintenant analysé parmi d'autres par l'OCDE. Et donc, surtout par les règles qui s'appellent Pilier 1, c'est une proposition de réforme. Elle n'est pas implémentée. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais elle pourrait donner certaines réponses à ces problématiques. Et sinon, il y a d'autres solutions proposées par les recherches, comment on taxe la présence numérique, par exemple, la taxation des données. Donc voilà. De manière générale, c'est ça le problème qui se pose dans la fiscalité internationale. Il n'est pas résolu et l'industrie de pornographie numérique représente vraiment en fait un exemple extrême qui illustre ces programmes. Donc je pense qu'on ne devrait pas l'oublier, on devrait l'étudier. Et voilà juste quelques idées, messages clés de cette présentation. Et j'espère que suite à des initiatives comme cette conférence aujourd'hui, bientôt on aura plus d'informations sur ce domaine et il deviendra un peu moins opaque. Je vous remercie et je me réjouis de la discussion après. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Donc, lors du moment questions-réponses, il aura occasion d'approfondir ce rapport qui est gratuitement téléchargeable ainsi qu'à disposition ici dans la salle. Encore un grand merci pour cette intervention. Maintenant, on va passer à une deuxième intervention qui va nous parler notamment en quoi les nouvelles technologies peuvent contribuer au bonheur sexuel, si je peux le définir ainsi. En tout cas, de quelle manière pouvons-nous déstigmatiser les questions de sexualité numérique. On va le faire avec Kathleen Smoos, laquelle elle est psychologue, sexologue, conférencier, ainsi que Digital Fantasy Creator. Elle va aussi nous montrer certaines images. À vous la parole, elle est en ligne avec nous. Merci. Bonjour à tous, merci de m'avoir accueilli pour cette conférence.
J'espère que vous m'entendrez correctement et que vous arrivez à me voir à peu près clairement. Sinon, je couperai la vidéo pour continuer l'intervention. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer à parler du fait qu'en effet, comme l'a dit ma consoeur juste avant, le dispositif pornographique, c'est quelque chose d'extrêmement large. C'est très, très compliqué d'en parler en un temps aussi restreint. Donc, je vais vous donner tout d'abord des points de vue du côté de la thérapie, donc en tant que psychologue et sexologue. Donc, pour cela, je vais vous parler, il y a des aspects qui sont positifs, en fait, de la pornographie. Je vais commencer par cela. Tout simplement, par exemple, je vais vous donner un exemple, le fait qu'en effet, parfois, la pornographie, elle peut aider à améliorer l'imaginaire érotique des personnes. Elle peut aider des personnes qui ont un peu des difficultés à accéder, par exemple, à l'orgasme, qui ont des difficultés dans le plaisir, à lâcher prise ou qui culpabilisent sur certaines choses, à se déculpabiliser de ce côté-là. Donc ça, c'est une partie de certains avantages d'une certaine pornographie. Okay. De l'autre côté, vous allez avoir des aspects qui peuvent être aussi extrêmement négatifs. Je travaille, comme je l'ai dit, dans ce domaine-là sur différents niveaux. Et c'est une question qui est extrêmement nuancée, qui est complexe parce qu'il y a vraiment du bon et du acheté. Voilà. Du côté négatif, par exemple, il y a une des choses que je pense, si j'ai d'autres collègues ici qui sont dans les thérapies, il faut constamment se battre pour lutter contre les effets de la pornographie dans le couple. Je vais couper ma vidéo parce que je pense que vous m'entendez très mal. Il faut constamment lutter en tant que professionnel de soins contre du coup les croyances qu'entraîne du coup la pornographie. Et très souvent, j'entends des personnes me dire oui, je sais très bien que ce n'est pas la réalité. Et bien pourtant, c'est pas le fait de ne pas de savoir que ce n'est pas complètement la réalité qui nous empêche d'avoir des croyances très fortes, typiquement sur le nombre de rapports sexuels à avoir, sur la durée des rapports, sur l'apparence du corps, ou que ce soit sur la normalité de certaines pratiques et rôles qui sont joués dans la pornographie, ou comment est-ce qu'on prend du plaisir. Ça a des impacts aussi auprès des actrices et acteurs, que parfois j'ai reçu par exemple des actrices pornographiques dans le cadre de mon cabinet, et on voit qu'il y a une très grosse difficulté à verbaliser la violence qu'elles ont pu subir parfois, tout simplement parce qu'elles se battent face à un gros dispositif qu'elles ont pu en effet consentir d'une certaine manière à certaines choses, mais pas à d'autres, que le fait de parler de ces choses-là, finalement, elles vont très rapidement se retrouver à faire face à des haters, du coup, à des comportements qui peuvent être clairement sadiques, hein, et qui vont les culpabiliser d'être entrés dans cette industrie. Donc, on voit des aspects, comme je dis, extrêmement négatifs qu'il ne faut pas nier et qui sont importants de connaître. Comme ma collègue l'a dit, ce sont des géants de l'industrie auxquels on fait face. Et ces gens-là, ils n'ont aucun intérêt à vous. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, c'est tout. Ils ne sont pas là pour le bien-être, particulièrement des personnes. Donc, voilà. Il y a ce côté-là. De l'autre côté, comme l'a dit aussi ma collègue, la technologie, toute la pornographie, elle s'empare de toutes les nouvelles technologies possibles et imaginables. Et il y a des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes. Je vais vous partager mon écran avec une petite présentation. Je vous demande une petite seconde. Tac. Alors, c'est parti. Je vais mettre celui-là. Je vous demande une seconde. Hop. Tac. Hop, ça va être bon. Et je vais le mettre en grand. Je suis désolée, il faut juste que je mette mon écran en grand pour que vous puissiez le voir correctement. Tac. Alors, je ne peux pas le mettre en grand. Allez. Hop là, tac. Alors, je suis désolée hein, pour le petit temps. Alors, je vais passer un petit peu certains points parce que mes collègues en ont déjà parlé. Donc, sur la sextech, alors ça fait un petit moment que moi, je travaille dans ce domaine-là. C'est des technologies que j'utilise personnellement. C'est des technologies que j'analyse aussi de l'autre côté, que j'utilise dans le cadre de mes thérapies. Et dans une autre mesure, je fais aussi de recherche dessus. Donc, il y a plein de choses qui existent. On a parlé des IA, par exemple. Dans les nouvelles technologies, on peut imaginer qu'en effet, les acteurs ou actrices pourraient être remplacés. Ça peut avoir des effets positifs dans le sens
fait qu'il y aurait moins de violence, mais des aspects aussi négatifs pour ceux qui vivent de ce marché-là. On voit bien dans cette image-là que cette IA, elle est quand même extrêmement réaliste. De l'autre côté, on va avoir dans la réalité virtuelle, on va avoir des jeux vidéo. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, où vous allez pouvoir complètement customiser, que ça soit vos partenaires amoureux, que les scènes que vous avez envie de vivre, que le décor. Donc, on va vous redonner un petit peu ce pouvoir créatif. On va vous redonner un petit peu de pouvoir dans les scènes et dans la création du coup de vos scénarios érotiques, quand bien même ils vont être cadrés très souvent dans une certaine mesure par les créateurs du jeu. Vous avez celui-là, vous en avez énormément. Vous en avez qui sont extrêmement violents, extrêmement sexistes. Vous en avez qui sont beaucoup plus doux et beaucoup plus soft, évidemment. Vous avez aussi, dans la réalité augmentée, par exemple, la possibilité aujourd'hui de voir des acteurs, par exemple, dans votre salon, tout simplement parce que les scènes, elles sont filmées avec un écran vert derrière et du coup, avec des casques de réalité virtuelle, on peut voir derrière ces scènes-là. Et puis après, vous avez tout ce qui est potentiellement le métaverse, sachant que ces questions-là, elles sont complexes dans le sens où, en effet, il y a de l'imagerie, on pourrait dire pornographique, dans le sens où on peut avoir des avatars qui sont très sexualisés, mais c'est plutôt des technologies de connexion entre personnes, entre humains, via des avatars. C'est ce qu'on va retrouver aussi qui existait déjà avec Second Life, par exemple, à travers l'ordinateur, mais qui va se jouer avec de la réalité virtuelle, donc beaucoup plus d'immersion de ce côté-là. Je vous montre d'autres jeux. Vous allez avoir les sex toys connectés qui vont aussi permettre de créer des patterns qui correspondent aux images que vous allez voir, mais de jouer aussi avec votre partenaire. Il faut savoir que tous les sex que vous voyez qui se connectent à distance, c'est des sex toys qui sont facilement hackables. Sachant que ce n'est pas illégal de changer le code source de ces sex toys, mais c'est quelque chose qui nécessite un petit peu de connaissances en développement, on va dire. Voilà. Donc après, vous pouvez changer un petit peu l'utilisation de base pour que ça corresponde à des images, à de la pornographie, etc., et que ça vienne accompagner l'immersion dans laquelle vous allez vivre. Je vous ai montré une autre petite chose parce que pour parler un peu d'aspect positif, donc moi, je développe de mon côté une entreprise où j'essaye de créer des scénarios justement érotiques qui sortent complètement de la pornographie mainstream, dans le sens où, par exemple, nos scénarios, ils vont intégrer de l'art, où on va être dans un tableau de Van Gogh, où on va se faire draguer par Gaudi dans la Sagrada Familia. Des choses un petit peu parfois rigolotes et où tous les sens sont utilisés, sauf que c'est votre partenaire qui vient accompagner ce scénario érotique qui est très court en fait et qui sert juste d'amorce pour casser un petit peu la routine dans le couple. Travaillant dans cette industrie, ce que j'ai pu retrouver aussi, c'est que j'ai pu me rendre compte, et les questions que je me pose aussi actuellement et que je vous invite à vous poser comme question en tant que citoyen aussi, c'est dans quelle mesure, malgré le fait que j'essaye de développer des choses qui sont peut-être un peu plus éthiques ou un peu plus morales que ce gros mainstream, dans quelle mesure je ne fais pas aussi le jeu finalement de ces géants de l'industrie, dans quelle mesure on peut réellement appeler cela quelque chose d'éthique, dans quelle mesure, je suis pas aussi contrainte par les modèles économiques et les normes sociétales d'aujourd'hui. C'est des questions que je pense qu'il faut tous qu'on se pose en vue de l'ampleur en fait de la place de la pornographie dans le monde. Et du coup, je vais terminer par cela. Je vais être un peu rapide parce qu'il fallait pas beaucoup de temps. Je vais vous inviter juste, si vous avez un peu le temps de regarder, à regarder peut-être un podcast ou le livre de Romain Rosa qui s'appelle La séduction pornographique. Évidemment, c'est un livre, je pense que vous pouvez le lire, sinon les recherches de mes collègues aussi, si vous en avez l'occasion. Et sinon, il y a un podcast de 3 heures sur le sujet qui est plus sur le dispositif pornographique, qui est très intéressant. Je vous invite aussi à regarder mon TEDx si vous avez le temps, qui aborde vraiment l'aspect très positif pour un peu plus de temps de ce qui peut être créé dans la cybersexualité et comment est-ce qu'on pourrait co-construire ensemble une culture de la cybersexualité qui soit un peu plus proche de valeurs morales et éthiques et un peu plus éloignée des violences qu'on peut trouver dans ces systèmes.
Je vous remercie beaucoup et j'espère que j'ai tenu dans le temps qui m'était imparti. Et du coup, je vais retourner ma caméra. Et voilà. Merci Catherine Smous. Je ne sais pas si c'est les propos ou le fait que vous mettez à l'épreuve la technologie, mais voilà, ça a été. On vous a bien entendu, mais le système, il a peut-être par vos propos, il ne voulait pas trop qu'il passe. Mais en tout cas, merci de nous avoir partagé le potentiel en quelque part qu'il y a dans le numérique et merci aussi de nous avoir parlé de l'intelligence artificielle et encore d'avoir posé enfin des questions qui se posent d'ordre plus général et éthique. Nous allons maintenant continuer avec une autre intervention qui va en partie dans ce que vient d'entendre et surtout, elle portera sur le fait que le numérique, il véhicule beaucoup de porno, est-ce que cela, ça détermine davantage des formes d'addiction, des formes de hypersexualité. J'ai le grand plaisir donc d'appeler à mes côtés donc Francesco Bianchi de Micheli, qui, il faut le savoir, tout en étant aujourd'hui professeur à la retraite, a ouvert en quelque part, en partie, les études en sexologie ici à l'Université de Genève, en étant, entre autres, médecin adjoint agrégé responsable de l'unité de médecine sexuelle et de sexologie, encore aujourd'hui à la direction du CAS de sexologie clinique et par ailleurs, juste pour faire la publicité encore au centre Maurice Cholimont, il avait reçu en 2007 le prix senior Maurice Cholimont. À vous la parole. Merci. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir invité pour parler d'un sujet si complexe et je vais vous parler un peu de la pornographie numérique. Alors, quelques mots de préface. Le mot pornographe est utilisé par le rhéteur grammairien Athénéus, on est au IIe siècle, pour désigner les artistes qui excellent dans l'art de représenter les choses de l'amour, et notamment concernant les prostituées, donc pornées. Chez les Romains et les Grecs, la pornographie est bien attestée, comme vous pouvez voir dans ce fresque de Pompéi, Venus Pendula. Aujourd'hui, la pornographie s'est emparée par une vraie et puissante industrie, comme on a vu avant, qui vise uniquement les revenus économiques sans état d'âme. Une industrie qui a fait de l'exploitation des corps des femmes, des hommes et de la sexualité un business à l'échelle mondiale. Même si les mentalités évoluent, la pornographie reste un sujet sale, dangereux, un mauvais sujet. Il nous interroge entre le noble et l'ignoble, entre le légitime et l'illégitime. C'est un sujet difficile en raison du caractère encombrant des jugements, des valeurs qui pèse sur lui. Donc, il faut essayer de l'aborder avec une position de neutralité, sans jugement moral. Donc, il faut inviter la science pour essayer de le faire, esquisser quelques réponses à ce sujet qui reste extrêmement complexe. La pornographie est certainement un fait social massif. Si on regarde le mot « porn », combien il est populaire dans le monde, c'est même étonnant. L'industrie de la pornographie a bénéficié d'avancées technologiques majeures. D'abord l'apparition de la photographie, on est dans les années 1840, ensuite le cinématographe à la fin du siècle, et l'industrie de la pornographie a pu rapidement saisir ces innovations. En 1840, le daguerreotype, à peine inventé, des clichés pornographiques se vendent déjà sous le manteau. La demande est forte. Et dans les boulevards parisiens, des photographies obscènes s'arrachent à 50 centimes la pièce. Déjà là, l'économie et la fiscalité, on peut l'interroger. Des vendeurs à la sauvette. En 1896, 11 mois seulement après l'invention du cinématographe, des frères Lumière, Le coucher de la mariée est le premier film pornographique érotique de l'histoire. Il montre les striptease, disons-le, assez sages d'une jeune mariée le soir de ses noces. Quel effet a ce surgissement sur les spectateurs du début du XXe? Par exemple, Paul Éluard trouve une révélation. En 1926, après avoir vu son premier film érotique, il écrit à sa femme Gala:
Le cinéma obscène, quelle splendeur! C'est exaltant, une découverte. La vie incroyable des sexes immenses et magnifiques sur l'écran. Et la vie de la chair amoureuse, toutes les contorsions, c'est admirable et très bien fait. D'un érotisme fou, comme je voudrais que tu le vois. C'est un art sauvage, intéressant, la fin, la passion contre la mort et la bêtise. Avec l'avènement du numérique, l'architecture et le visage de l'industrie pornographique sont profondément bouleversés avec l'apparition des tubes, qui sont des grandes plateformes numériques de diffusion des vidéos, aussi d'accès gratuit et libre, sans véritable contrôle. L'arrivée d'Internet fait exploser la diffusion de la pornographie, contraignant l'industrie à s'adapter et à changer radicalement le modèle économique. La pornographie atteint un public alors diversifié, elle rentre à la maison et facilite aussi tout ce qui est le film et les movies amateurs. Il y a presque 50 ans, la pornographie est sortie de l'underground, où elle était confinée depuis des siècles pour devenir le porno, objet culturel, omniprésent qui imprègne nos imaginaires, nos sexualités et même nos vies. Quelques chiffres. 35% des vidéos sur Internet sont d'inspiration pornographique. Chaque année, 36 milliards de vidéos porno sont visionnées. Les revenus porno sont extrêmement élevés, 140 milliards de dollars par année, dont 17 milliards aux États-Unis, soit plus que Netflix et la National Basketball Association réunis. Pornhub, le principal site pornographique, a publié son rapport 2022. Je vous signale que Pornhub, c'est le site pornographique qui est plus regardé en France, avec une audience mensuelle de 7,6 millions de majeurs et 1,6 million de mineurs. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous raconte? Au cours de l'année, le monde a consommé 191 625 000 jours de porno, soit 5 246 siècles de matériel. Alors, quels sont les pays avec le trafic plus important? Les États-Unis, l'United Kingdom, la France, le Japon. Allons plus loin. La proportion femmes-hommes est assez étonnante aussi. 36% des femmes visionnent Pornhub. Il y a une augmentation de 4%. Dans certains pays, la proportion des femmes est plus élevée que la proportion d'hommes, comme les Philippines et la Colombie. L'âge moyen, c'est 37 ans. Un système d'indexation permet de retrouver les contenus désirés. On peut chercher le mot-clé, le terme-clé. Il s'agit de catégories de différents types, avec une notion précise, par exemple, caractéristiques physiques, pratiques, nationalité encore. Si on regarde en 2022 les termes les plus recherchés, je vous fais une liste brève: hentai, Japanese, MILF, lesbienne, pinaille. Les catégories en os, en 2022, c'est reality. Les catégories qui on regarde plus longtemps et moins longtemps, c'est surtout les moins longtemps, c'est homme musclé. C'est moins longtemps regardé. Si on regarde une topographie des États-Unis par le premier terme utilisé et cherché, on a une topographie des États-Unis intéressante et on peut voir comment certains mots clés intéressent en tout cas les Américains et pas que. Si on regarde la différence de genre, on sait que les hommes regardent beaucoup la catégorie japonaise, ebony, mature et MILF, et les femmes, lesbiennes, japanese, trisom, ebony. Intéressant le temps passé à regarder la pornographie. Moyennement, dans le monde, Pornhub, 9 minutes 54 secondes, avec 6 secondes de plus pour les femmes. L'Égypte est en tête, mais le Japon et l'Allemagne sont en train de récupérer, soi-disant, avec vitesse. Intéressant aussi de savoir les moments dans lesquels les gens regardent la pornographie. C'est surtout le soir, entre 10 et 11 heures du soir, et le hotspot, c'est lundi soir, 11 heures. Les supports. Le premier support pour regarder la pornographie, c'est l'iPhone, le téléphone. En deuxième place, le desktop, beaucoup plus loin, la tablette. Alors, il est peut-être intéressant de savoir un peu tout ce qui est la clinique. C'est une vision médicale et clinique. Ce n'est pas une vision morale, ce que je veux essayer d'esquisser ici. Je me suis intéressé à voir quelles sont les utilisations de la pornographie et quelles sont les problématiques ou pas. Alors, il faut savoir que
2 tiers des personnes regardent la pornographie. 1 tiers ne regarde pas la pornographie ou dit de ne pas la regarder. Alors, parmi les utilisateurs de la pornographie, on va dire qu'il y a 2 typologies. Ceux qui l'utilisent de manière problématique, je suis toujours dans une vision clinique et de recherche, et ceux qui l'utilisent de manière non problématique et problématique. Alors, comme vous voyez ici, les utilisateurs de pornographie non problématique sont la grande majorité. Alors, allons voir plus loin, il y a, à partir de ces 2 catégories et typologies, 4 profils. Donc, il y a des utilisateurs à haute fréquence non problématique, à basse fréquence non problématique, à haute fréquence problématique et à basse fréquence problématique. Comment est-ce qu'on définit le côté problématique ou pas? Eh bien, c'est intéressant de voir que la différence entre le problématique et pas le problématique, ce n'est pas la personnalité, ce n'est pas la compulsivité, alors que toute la construction de l'addiction sexuelle et de l'hypersexualité s'est construite autour de l'impulsion et de la compulsion. Ces éléments, ces facteurs n'apparaissent pas du tout en premier. Je pense que ça permet de revisiter un petit peu la conceptualisation des choses. Allons plus loin. Aussi, le niveau socio-économique ne compte pas, le passé d'abus sexuels non plus. Aussi, la durée du temps qu'on regarde le film ou le movie ne compte pas en tant que facteur de problémicité. Alors que ce qui définit la consommation problématique, c'est des personnes qui sont dans cette consommation parce qu'ils sont dans une dépression très fréquente, une baisse de l'estime de soi, ils ont une susceptibilité à l'ennui très importante, donc ils font ça pour se stimuler, ils ont des difficultés à créer des liens, ils ont des difficultés à gérer les frustrations, et intéressant, il y a aussi une incongruence morale entre le fait d'avoir envie de consommer la pornographie et ce qu'on sont les inhibitions et les freins moraux et psychologiques à le faire. Ils rentrent souvent dans une espèce de système dans lequel ils veulent arrêter mais ils n'arrivent pas. Ils font des récidives et donc ils augmentent la consommation. Il existe aussi des personnes qui ont une basse fréquence mais sont toujours dans une consommation problématique parce qu'ils sont déprimés et parce qu'ils sont aussi dans cette incongruence morale. Donc, ce qui est intéressant de déduire de tout ça, ce n'est pas la durée, ce n'est pas la fréquence, mais c'est d'autres autres facteurs psychologiques et affectifs qui sont là derrière, même pas vraiment sexologiques dans le sens strict du terme. Donc, quelques mots sur les conséquences, c'est un sujet énorme que je vais juste esquisser. Je me suis référé à des recherches actuelles qui se basent sur des méta-analyses avec un nombre d'études très importants. Juste un mot sur l'addiction à la pornographie. L'existence des limites méthodologiques est démontrée par plusieurs articles. Celui-là, c'est une méta-analyse systématique sur un nombre incroyable, énorme d'études qui vont de 1806 jusqu'à 2015 et qui montrent qu'il existe des études, des limites méthodologiques qui mettent en question la validité de l'appareil théorique du concept d'addiction à la pornographie. En fait, l'addiction à la pornographie n'est pas un trouble officiellement reconnu. On n'est pas d'accord sur la définition, ni parfois même sur l'existence. Par contre, il y a un nouveau concept émergent qui est là, c'est-à-dire la dépendance autoperçue à la pornographie, qui est un concept de plus en plus présent et qui montre que les personnes qui se considèrent comme étant dépendantes ou qui s'autostigmatisent avec ça vont dans une forte souffrance personnelle. Enfin, et pour terminer, il y a toute une question sur les conséquences sexuelles de l'utilisation de la pornographie. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que la pornographie porterait des conséquences négatives. Je me suis référé à un article qui résume en 2023 les connaissances les plus actuelles. Alors évidemment, il s'agit des connaissances actuelles et il s'agit aussi des choses qui peuvent encore changer. Mais l'utilisation de la pornographie ne semble pas avoir les conséquences si néfastes qu'on pense. Par exemple, dans cette étude récente sur presque 3500 hommes, montre que la fréquence d'utilisation de la pornographie n'est pas liée au fonctionnement rectile, alors qu'on dit souvent que c'est une conséquence typique. Et cette même étude montre que les autres variables sont impliquées dans la dysfonction rectile, notamment l'âge, l'anxiété, la dépression, la maladie chronique et encore.
Tout ça pour dire que c'est un sujet complexe, que c'est un sujet qu'on ne peut pas résoudre en tant que spécialiste dans quelques recherches. Il faut approfondir les connaissances, il faut essayer d'être neutre par rapport à tout ce qui peut susciter en nous comme réaction, et que c'est un sujet de grand intérêt qui exprime bien comment nous les humains, nous avons une sexualité variée, variable, intéressante, incroyable, et qui exprime notre humanité. Voilà, bonsoir. Merci Francesco Bianchi de Micheli, merci pour nous avoir donné encore plus d'informations sur le recours à la pornographie, pour nous avoir aussi partagé des éléments de clinique et enfin pour avoir si bien terminé avec un plaidoyer à l'honneur de la sexualité, mais peut-être dans le moment de questions-réponses, on reviendra. Enfin, dans la dernière partie des moments d'intervention, on va encore plus loin, si j'ose dire, parce qu'on va se poser la question comment cette industrie qui nous était donc présentée ce soir peut-elle, en termes de design, est-elle rejoue ou pas les stéréotypes qui façonnent notre société, voire peut-il les déjouer? On va le faire avec Sol Pandelakis, qui est chercheur et auteur de fiction à l'Université de Toulouse, et surtout il est designer. Je ne le vois pas à l'écran, il va apparaître, il est là. Mais avant de lui laisser la parole, peut-être aussi présenter une conférence que lui va tenir ici à la Aide à Genève, aussi en ligne, le 13 décembre à 12h15, Quelle sexualité avec les robots? À vous la parole. Bonsoir et merci beaucoup pour votre accueil dans cette belle conférence. Alors, je vais me permettre de partager mon écran avec mes slides. Et avant de prendre la parole, je vais bien sûr remercier l'Université de Genève pour cette invitation, Yaniv Benamou et le Centre Maurice Chalumeau au Sens des sexualités. Alors, pour parler pornographie du point de vue du design, je vais d'abord me positionner. Voilà, moi je suis chercheur en design. J'ai travaillé sur les sexualités. Je ne suis pas spécialiste de la pornographie. Je pense que c'est important de le préciser. Mais je m'intéresse aux dispositifs qui appareillent les sexualités. C'est là où j'ai peut-être quelque chose à apporter à cette conversation. Alors très rapidement, j'ai travaillé sur un workshop en 2016 qui s'appelait Sex Plays et qui visait à créer des objets de design, des sextoys pour le temps présent. Donc, il y a toute cette expérience-là derrière. Et par ailleurs, mes recherches portent sur la relation entre design et théorie queer. Donc, ce sont bien sûr des recherches qui vont informer mon propos aujourd'hui. Et enfin, il se trouve que je suis auteur de fiction. Et donc, je travaille parfois les questions de sexualité en science-fiction, notamment dans mon roman La séquence Hartmann, la question des sexbots, des robots pour le sexe, est très importante. Et justement, Ferdinando mentionnait la conférence à venir à Genève très bientôt en décembre. Je présenterai des recherches sur les sexbots qui sont le résultat de travaux faits avec Anthony Mazur, chercheur en design également. Et ça informera également mon propos aujourd'hui. Alors avant vraiment de rentrer dans le sujet, j'aimerais quand même poser quelques éléments de positionnement, me situer, car je ne suis pas neutre. Donc, mon positionnement est le suivant. Je ne condamne pas a priori les contenus pornographiques ou la pornographie. D'ailleurs, pour être juste, il faudrait dire les pornographies. J'ai beaucoup entendu dire ce soir l'industrie pornographique. Je crois que c'est un terme qui voile beaucoup de réalités. Ce qu'on appelle une industrie est en fait un champ très hétérogène. Deuxièmement, je ne condamne pas a priori le TDS, le travail du sexe, dont fait partie la pornographie. Personnellement, voilà, il me semble que même le sexe n'est pas une activité à part des affaires humaines. Elle est à remettre dans un continuum d'activités. Et par ailleurs, voilà, le service sexuel peut être considéré comme un travail. Et travailleurs et travailleuses du sexe, à mon sens, méritent une rémunération juste et non pas une condamnation a priori de leurs activités. Et enfin, un dernier point, c'est de toujours associer la réflexion sur les sexualités à d'autres enjeux. Et pour moi, toute conversation sur la pornographie et donc sur le travail du sexe devrait inclure des volets sur la santé reproductive, la santé sexuelle, les violences d'État et la pauvreté, qui n'est pas un moindre sujet. Alors,
deuxième point, et qui est connecté à tout ce que j'ai dit, on est dans un contexte global anti-porn. En France, actuellement, très récemment, un rapport a été publié qui s'appelle « Pornocriminalité, mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique ». Je pense que le titre parle de lui-même. Pour ce rapport, des TDS du porn ont été consultés, mais leurs propos ont été déformés. Et voilà, je pense que là, il y a un enjeu très très fort aussi à ce que les voix des personnes qui travaillent dans le milieu du porn puissent être entendues et faire partie de la conversation. Un autre constat, c'est que l'imaginaire des futurs du sexe, et là je parle peut-être plus en tant qu'auteur de SF, sont en général assez pauvres et assez limités. Et d'ailleurs, il me semble que certains dispositifs existants qu'a montré Kathleen montrent à quel point ces imaginaires peuvent être resserrés. Et puis, la place du numérique, pareil, hein, c'est une expression très, très large qui recoupe bien des dispositifs. Eh bien, elle mérite d'être repensée dans ces débats. Et je vais en donner un exemple très court avant de répondre à la question qui m'est posée. Quand on pense porn et numérique, on pense beaucoup sextoy connecté. En réalité, il me semble que l'urgence aujourd'hui pour les TDS qui travaillent dans le milieu du porn, c'est plutôt la question de leur rémunération. Et de la même manière, quand on parle d'industrie pornographique, on pense tout de suite à des acteurs extrêmement visibles comme Pornhub. En réalité, des acteurs comme Visa, comme Mastercard ont une influence capitale. Beaucoup de banques, dans voilà, leurs termes et conditions, interdisent les revenus qui viennent du travail du sexe, ce qui complique énormément la vie des actrices de films pornographiques. Et ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important. Porn et numérique, c'est pas seulement ce qu'on voit de numérique à l'écran en porn. Mais je vais répondre à la question qui m'est posée en design. Donc, comment l'industrie peut-elle utiliser le design au service des sexualités sans rejouer les stéréotypes? Bien, investissons cette question dans le temps qui nous reste. Alors, 3 pistes pour moi. La première, alors je vais me situer sur un axe, une sorte de ligne qui va de l'existant au non existant, donc des choses qui sont déjà là et des choses qui sont plus de l'ordre de la prospective. Les sextoys, bien sûr, c'est de l'ordre de l'existant. On pourra parler d'objets qui existent. Les sexbots, sur lesquels je travaille avec Anthony Mazur, mêlent existant et prospective, on le verra. Et enfin, les sexbots non anthropomorphes appartiennent un peu à un horizon que moi j'estime utopique, certains diraient dystopique. Et là, on sera vraiment dans le champ de la prospective et des futurs imaginés. Alors, concernant les sextoys, il y a plein de formes. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont vraiment des sextoys pénétratifs, mais on voit déjà que même sur des sextoys pénétratifs, on a une grande variété. Et je n'ai pas le temps de développer, et je vous demande de me croire sur parole, mais ces 4 objets qu'on voit à l'écran relèvent déjà de scénarios extrêmement différents. Bien entendu, on va avoir aussi des sextoys non pénétratifs, et ça, c'est aussi très important, c'est-à-dire que par le design, on peut aussi décaler les scénarios existants et dominants, et ces scénarios qui sont parfois dominants à cause du porno mainstream. La sexualité représentée par le porno mainstream, c'est principalement une sexualité hétérosexuelle, pénétrative, orientée souvent vers la jouissance finale de l'homme impliqué. Et donc, certains sextoys vont peut-être s'inscrire dans ces scénarios préexistants, tandis que d'autres, et ils sont nombreux, vont au contraire explorer d'autres possibles. Un deuxième point ou un point adjacent dans la question des sextoys, c'est bien sûr les sextoys connectés, puisqu'il est question ici de numérique vis-à-vis du porn. Ces sextoys connectés, ils vont potentiellement être utilisés par les travailleurs et travailleuses du sexe, mais on voit que de manière très intéressante, ce ne sont pas des sextoys qui vont être positionnés comme faisant partie de pratiques pornographiques. Ils sont d'abord marketés pour un public de personnes, d'usagers, usagères non TDS, et très souvent, les discours qui entourent ces sextoys-là vont rejouer des scénarios très classiques de type sexualité de couple, sexualité pénétrative, sexualité hétérosexuelle. Et par ailleurs, tous ces toys posent bien sûr des problèmes de données, de sécurisation qui ont déjà été nommés ce soir. Donc ça, c'est une première réponse que j'aimerais apporter. C'est si on veut changer la relation peut-être à nos sexualités, intégrer aussi des conversations sur le consentement, qui est vraiment, à mon avis, une valeur absolument centrale et qui doit vraiment faire partie des conversations sur le porn. On doit aussi changer ces scénarios, investir les gestes existants et en inventer d'autres. Le deuxième point, c'était les sexbots. Alors, les sexbots en tant que tels n'existent pas vraiment. Ce qui existe aujourd'hui, ce sont plutôt des sex dolls améliorées, parfois très anthropomorphes, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment avoir un rapport de ressemblance
très poussé, un très fort degré d'iconicité par rapport au corps humain. Et à bord de ces sex dolls, parfois, on va avoir des agents conversationnels de type IA, de type chatbot. Alors, ça pose plein de problèmes, notamment le fait que ces poupées sont customisables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut commander une copie d'une personne existante. Hein. Il y a déjà des cas qui ont été rapportés de sex dolls qui ressemblent alors à Lady Diana ou à Kate Middleton, par exemple. Alors, ça pose des problèmes différents. Hein. Personne existante qui peut être harcelée de cette manière. Lady Diana, elle est morte, elle peut bien sûr pas donner son consentement et on peut douter qu'elle le donnerait. Donc, ça pose bien sûr des problèmes de quels usages de ces sex dolls. Très rapidement, je dirais aussi que pour l'heure, ces sex dolls, elles aussi, sont totalement inscrites dans ce qu'on appelle le male gaze, donc un regard masculin, hétérosexuel. Donc on a des corps féminins qui sont potentiellement objectifiés, même si, et j'y tiens, c'est pas une fatalité. Tout l'objet de la recherche avec Anthony Mazur sur les sexbots, c'est bien de penser, alors avant même de penser des sexbots non anthropomorphes, c'est de penser des formes alternatives de corps, et puis aussi de se dire que la sex doll, elle n'est pas forcément mince, elle n'est pas forcément blanche, elle n'est pas forcément femme. On peut imaginer d'autres scénarios. Même si quand les sex dolls ne sont pas blanches, bien sûr, on va retrouver des stéréotypes racistes. Quand les sex dolls ne sont pas minces, on va retrouver des stéréotypes grossophobes. Ça pose bien sûr tout un ensemble de problèmes. Je passe aussi sur la question de la pédophilie qui n'est pas un moindre problème, mais éventuellement, on pourra en reparler dans les questions. Je me suis intéressée à ce point précis et j'ai vu la question évoluer depuis 8 ans que nous proposons ces recherches. Un autre point qui est important aussi, c'est que les sexbots aujourd'hui sont limités car notre imaginaire des robots est limité. Et c'est là où il est important de toujours remettre les conversations sur la pornographie dans un ensemble plus vaste d'images. Et j'entends beaucoup, le porn fait ceci, le porn fait cela, mais en réalité, le porn ne fait pas autre chose que ce que fait une culture visuelle. Si la culture visuelle elle est raciste et sexiste, le porn ne le sera ni plus ni moins, probablement. Aussi, ces imaginaires très limités se situent sur un axe entre l'anthropomorphie extrême et en gros le robot boîte qui ressemble pas du tout à un humain. Et il y a une espèce de zone de gris entre les deux qui n'est pas du tout exploitée et explorée. Et là, il me semble qu'il y a un enjeu de design extrêmement fort. Déjà un enjeu de design tout court, mais aussi pour les TDS qui voudraient s'en emparer dans le cadre de contenus pornographiques, puisque les contenus pornographiques peuvent faire rêver aussi. J'ai entendu parler des enjeux, des conséquences positives du porn, par exemple la santé, l'éducation sexuelle, mais il y a aussi tout simplement un enjeu sexuel, de plaisir qu'il faut assumer, je pense, et que le design peut tout à fait investir. Pour finir, parce que je crois que je dois arriver au bout de mon temps, je dirais que sur la question des sexbots non anthropomorphes, il y a une infinité de possibles. C'est une véritable terra incognita du design aujourd'hui. Elle ne demande qu'à être saisie. Par exemple, ça demande aussi de sortir les sexbots de l'industrie. Bien sûr, des designers peuvent collaborer avec des industriels pour produire des sexbots, mais ça pose aussi la question de qui fabrique ces sexbots, avec quelles conséquences économiques, culturelles et environnementales. On peut aussi se décaler, par exemple, avec le travail de la designer Marie-Louise Yule-Sondergaard, qui a travaillé sur des workshops DIY de sextoys fait maison ou fait main, ce qui permettrait de réempouvoirer des usagers et usagères de sexbots ou sextoys, mais aussi potentiellement des TDS qui pourraient fabriquer leurs propres dispositifs. Et c'est dans la droite ligne de ce que le numérique permet aujourd'hui aussi aux TDS, c'est-à-dire de s'emparer des interfaces, de détourner des dispositifs existants et de les mettre au service de leur contenu. L'industrie n'est pas omnipotente non plus, hein, c'est-à-dire qu'il y a un hacking totalement possible de ces plateformes-là, à condition qu'on laisse les TDS aussi créer du revenu sur la base de leur production. Et on a vu qu'avec les politiques des banques, c'était particulièrement délicat. Voilà, je pense en avoir fini. J'espère ne pas avoir été trop long et il me tarde de discuter de tout cela. Merci beaucoup, Sol Pandelakis. J'invite déjà les intervenants présents en salle, à rejoindre la scène, le temps de te remercier, Sol, d'avoir
positionner tes propos et d'avoir aussi ouvert cette discussion à d'autres éléments tels que le travail du sexe, tels que le consentement. Dans cette discussion, on a essayé en quelque part de brasser large, si j'ose l'expression, mais c'était important les propos que tu viens de tenir. Un grand merci pour cela. Je invite maintenant, donc dans l'ordre, sera d'abord les étudiants du cours transversal Comprendre le numérique de poser des questions. Donc je les invite à rejoindre la scène. Et ensuite sera pour vous ici dans la salle ainsi que pour les personnes qui nous suivent. Donc posez toutes vos questions. On aura environ 30 minutes encore ensemble. Je vous en prie. Bonsoir. Nous l'avons compris, la pornographie est partout. Elle se trouve dans nos foyers, dans nos têtes, sur des magazines, dans notre poche, sur notre natel, notre téléphone. Mais pourtant, cette pornographie est protégée par de véritables murs. Et tout ça à cause de quoi? De non-dits, d'un tabou. Est-il possible de concevoir qu'une approche autour de la parole, incluse dans l'éducation, permettrait alors de détruire ces remparts et ainsi peut-être d'accéder à cette fiscalité, à cette imposition de la pornographie, peut-être à mieux la contrôler, dirait-on. Et pensez-vous que le numérique, qui était jusqu'à là mal présenté avec la pornographie, permettrait justement d'aboutir à ces solutions? Je souhaite répondre. Je vous invite à des courtes questions et à des courtes réponses. Alors. Vous voulez juste résumer la fin de réponse, en fait? Pensez-vous que les tabous qui protègent la pornographie aujourd'hui pourraient, être détruits en incluant la parole, donc déjà au niveau fiscal? Là, je peux prendre la parole. Il y a clairement quelque chose lié au tabou, si vous voulez, parce que, comme j'ai montré dans ma présentation, il n'y a aucune raison que des grandes multinationales, vraiment fortement numériques, sont exclues de le débat politique et économique, alors qu'on parle d'autres multinationales qui sont, pas dans ce domaine. Donc, il y a quelque chose. Maintenant, comment ces tabous peuvent être détruits? Il faut en parler, il faut organiser, il ne faut pas avoir peur d'étudier, utiliser le moyen qu'on a scientifique pour un peu essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe déjà dans ce domaine. Donc ça, c'est vraiment ma réponse. Oui, merci pour la question. Alors, le porno, c'est une histoire. C'est l'expression de beaucoup de choses. Ça révèle, je pense, notre excitabilité aussi. Nous sommes des êtres érotiques. Toute la différence entre l'animal et l'homme, c'est l'érotisme. Nous ne sommes pas uniquement sexuels, nous sommes des êtres érotiques. Et quand je dis érotique, ça veut dire la culture, ça veut dire l'histoire, ça veut dire la société, ça veut dire toute une histoire, ça veut dire notre histoire. Pourquoi nous sommes attirés par le porno? Pourquoi nous sommes attirés par l'érotisme? C'est une question intéressante. Je pense qu'encore une fois, sortir un peu du jugement moral qui accable depuis toujours cette question nous permet de nous interroger. Il est vrai que nous sommes sensibles au visuel. Il y a des études qui montrent bien, par exemple en neuroimagerie, que l'activation du cerveau lors des images, on va dire, explicites, il est très puissant. Ce n'est pas un choix, c'est comme ça. Nous sommes tous sous la pression de la sélection sexuelle. Nous sommes des êtres de rencontre. La vie, c'est une rencontre. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal de parler des rencontres porno. Je vous dis simplement que nous sommes configurés et nous sommes des créateurs de rencontres. Alors, nous avons des récepteurs psychologiques, neuronaux et culturels qui nous attirent entre nous. Et nous avons un système incroyable qui est la sexualité. Si vous imaginez bien, on a un système on-off.
nous sommes off dans les moments comme ici, dans lesquels la sexualité n'intervient pas, et tout à coup, il y a un système incroyable que l'évolution a produit. Nous devenons on et nous sommes sensibles. Et pas seulement nous sommes sensibles comme quand on est off, simplement on change de seuil. Tout à coup, on est sensible à ça, on est réceptif à ça et on dégage des signaux de ça. Parce que, par exemple, quand une personne a un état d'excitation, pas seulement c'est visible, mais ensuite il dégage des signaux. Je fais un exemple. La midriase, la dilatation pupillaire, c'est un signe d'excitation, d'arousal. Quand quelqu'un a une dilatation, est comme ça. Mais ça ne veut pas seulement dire que la personne est excitée, mais il génère un signal qui excite l'autre. Donc on est dans le monde de l'excitation. Alors, il est vrai que nous, les humains, on a un contrôle de l'excitation. Nous sommes l'unique être vivant qui contrôle la sexualité de nous et des autres. Je ne veux pas dire qu'avec la sexualité, on ne peut pas faire du mal, c'est clair. Mais je veux dire que essayons d'admirer ce système incroyable qui est celui de l'excitation. Grâce à ça, nous réussissons à rencontrer quelqu'un, peut-être à l'aimer aussi, à se reproduire avec, et pas seulement se reproduire, mais donner la vie. Quelque part, l'intérêt pour ce qui est la sexualité permet la vie. Alors, le porno, c'est un produit un peu latéral à tout ça. Donc, il faut simplement dire qu'il s'exprime certaines réponses que nous avons et parfois certaines solitudes. En tout cas, merci beaucoup Francesco d'évoquer un des arguments qui peuvent déjouer le tabou de la sexualité et donc du porno. Pour autant, on n'aura pas l'occasion peut-être d'en parler, mais cela n'est pas un régime non plus total. Il y a aussi des personnes qui vivent hyper bien sans sexualité, les personnes asexuelles, et cela aussi, il faut le prendre en considération. Mais je laisse peut-être Sol et Kathleen, sous cette première question, intervenir aussi, s'il vous plaît. Bon, je vais prendre la parole sur cette question-là. J'ai toujours personnellement un peu du mal à entendre le terme tabou parce que j'ai l'impression que la pornographie, elle n'est pas tabou. Il y a une forme d'hypocrisie, je pense, politique, qui ne veut pas parler de la question, probablement pour des raisons marchandes ou pour des raisons de perte d'électeurs ou d'autres choses. Et en effet, je pense que d'ouvrir la parole sur cette question, ça serait intéressant parce que ça permettrait de poser des solutions et des questions sur les aspects problématiques de la pornographie et d'améliorer les aspects positifs de la pornographie. Et typiquement, il y avait une chose que je trouvais intéressante en parlant de l'ouverture des marchés. Quand je disais que moi-même, je me pose des questions dans le cadre de la création de mon entreprise dans ce domaine-là, c'est que je vois bien qui sont les investisseurs qui m'approchent. Et les investisseurs qui m'approchent, ce sont la big data, la pornographie mainstream qui me demande des choses qui vont me demander de faire un produit extrêmement mainstream. Et sinon, il y a une grosse difficulté de développer en fait des pornographies différentes, des contenus différents, tout simplement parce qu'on n'adresse pas cette question-là et parce que le capital ne va pas vers des contenus, on va dire, positifs plutôt. Voilà. Donc, en effet, ça serait pas mal. Merci, Sol. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que Kathleen vient de dire sur le tabou. Moi, c'est un terme que j'aime pas beaucoup non plus et je suis assez d'accord que la pornographie n'est pas tabou. Alors, est-ce que la parole peut nous aider en tout cas à dépasser une certaine forme d'interdit? J'aurais tendance à dire oui et je répondrai en 2 points. Le premier, c'est déjà déplacer la parole sur le plan de l'éducation. Aujourd'hui, moi, je l'entends dans mes groupes d'amis proches, avant même la question presque écologique, l'inquiétude vis-à-vis de leurs enfants, c'est comment je vais faire pour éviter qu'ils voient du porno. Voilà, et je trouve ça assez intéressant comme manière de poser la question. Ça a été très bien entendu par nos dirigeants, notamment en France. Il faut savoir qu'en France, on a un site qui s'appelle jeprotègemonenfant.gouv. Donc c'est quand même une manière d'entourer le débat qui est quand même assez particulière. Et ce site, il est composé en 2 volets. Je protège mon enfant des écrans, je protège mon enfant de la pornographie. Donc les écrans et la pornographie sont constitués comme l'ennemi, quoi. Vraiment le sexe et le numérique. C'est quand même pas anodin et c'est intéressant. Donc à mon avis, une des premières pistes,
c'est de parler le plus tôt possible de la pornographie, comme d'un ensemble d'images potentiellement choquantes qu'un enfant peut voir, parce qu'ils en verront. Ça, je crois voilà, qu'à un moment donné, ils en verront. La question, c'est comment, avec quel bagage, et comment ils analysent ces images. Et la deuxième réponse, c'est oui, la parole, mais laquelle? Et encore une fois, je pense que les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes qui font le porn, qui y jouent, ou qui ont joué dans des contenus, ou qui monétisent leur contenu sur OnlyFans, par exemple, doivent être entendues. J'avais préparé un petit livre sorti de ma bibliothèque qui me semble faire exactement ce travail-là. C'est un livre qui a été... alors, j'ai pas de part dans ce livre, je n'y ai pas contribué. La performeuse Gisli a dirigé ce livre qui concentre uniquement des paroles de TDS. C'est Coming Out Like a Porn Star. Donc, voilà, en gros, faire son coming out comme une porn star. Et c'est une vraie mine de témoignages et ça montre bien tout ce que peut être la pornographie. Il faut aussi qu'on cesse de voir la pornographie uniquement comme un contenu qui se reçoit et dont on est victime. C'est aussi un contenu qui se fait, qui se fabrique et on peut participer de manière active à ces contenus et pas seulement en faisant des contenus à l'insu des gens dans des conditions terribles de non-consentement. Enfin voilà, il y a bien des manières de participer à la fabrication de ces contenus pornographiques. Merci beaucoup. Il y a peut-être un complément, mais peut-être on peut inviter aussi l'autre étudiant à rejoindre. On n'a malheureusement pas trop de temps. Merci. J'ai un rôle vraiment hyper chouette ce soir de couper la parole. Oui, Guèdre. Peut-être aussi vous pouvez rejoindre, comme ça, on va voir la deuxième question. On n'a qu'encore 15 minutes. Désolé. Hein. Juste pour rebondir sur le mot de tabou, en fait, bon, on ne va pas peut-être commencer à définir qu'est-ce que c'est tabou, mais on est tous, je pense, travaillons dans des environnements très différents. Et je peux vous donner juste un exemple. J'ai présenté cette recherche cet été dans l'université de Cambridge, dans un groupe très restreint de chercheurs de droit fiscal, où il y avait des professeurs et plusieurs, enfin, professeurs des universités américaines. Et puis plusieurs personnes, après ma présentation, m'ont dit « Ah, c'est vraiment intéressant, il y a tellement de questions que j'aimerais savoir sur ça, mais je n'oserais jamais publier quelque chose là-dessus. » Donc, dans certains domaines, j'insiste que, franchement, on n'en parle pas. Rien que mentionner le mot pornographie, en fait, ça se fait quasiment pas, je n'ai jamais entendu. Donc voilà, à mon avis, on n'en parle pas encore assez. Et ça, c'est un problème. Merci de cette précision. Oui. Merci, bonne soirée. Face à la numérisation de l'industrie de la pornographie, j'aimerais savoir votre avis par rapport à l'effet sur les spectateurs mineurs qui maintenant sont exposés à toutes ces, comme on dit, toutes ces bombardes de pornographie. Et surtout, quel serait l'effet sur les approches physiques versus les approches numériques et comment on va socialiser dans l'avenir et quels seront les effets sur la psychologie et la sexualité. Alors la question c'est l'accès au porno pour les mineurs et ensuite je vous invite depuis votre expertise et votre connaissance à répondre. C'est bien ça? Oui. Un grand merci de votre question. Qui souhaite commencer le tour? Est-ce qu'on commence par Kathleen cette fois-ci? Merci. Alors, du coup, moi, je peux vous répondre d'un point de vue plutôt, du coup, psychologique en tant que psychologue, sexologue. Alors, en effet, on voit certains effets négatifs, mais comme l'expliquait un de mes collègues, en fait, ça dépend du bagage, en fait, dans lequel on a eu. Alors, je ne parle pas d'enfant, hein. Évidemment, ça peut être extrêmement choquant à 11 ans, etc., ou à 10 ans, ou à 8 ans. Mais quand on parle de mineurs, on parle aussi de personnes qui ont parfois 14 ans, 15 ans, 16 ans, et qui, eux, regardent en effet de la pornographie et qui peuvent très bien avoir un bagage, je vais dire, éducatif qui leur permet de revoir de la pornographie sans problème. Tout dépend de ceux qui regardent et où est-ce qu'ils vont chercher les films, etc. S'ils ont une éducation en fait là-dessus, tout simplement, et c'est ce que je pense qui serait le plus réaliste et envisageable en tout cas. De l'autre côté, après c'est une question plutôt de loi et politique du coup de l'autre côté, parce qu'en effet la maturité pour voir un film pornographique, je pense qu'elle change d'individu à individu. Si Kathleen seule.
Oui, alors pour moi, l'élément de réponse, même si voilà, je peux aussi préfacer ma réponse en disant que le focus sur les enfants, il est aussi à questionner aussi quelque part. Mais voilà, je ne répondrai pas sur ça. Pour répondre très directement à la question, j'ai en tête les mots de la performeuse et réalisatrice de porn Carmina, hein, qui habite dans la même ville que moi, et qui m'avait dit une fois, mais finalement, quand on reçoit des contenus choquants, par exemple un film d'horreur, on explique bien à un enfant, ce n'est pas la réalité, ce que tu vois est une mise en scène, voilà comment ça a été fait, dans quelles conditions, les gens ne sont pas réellement en train de mourir. Bon, même chose d'ailleurs si un enfant est exposé à des contenus violents, on va dire réels ou documentaires, hein, type images de guerre, on explique le contexte des images. Bien sûr, on peut soustraire l'enfant à ces images, mais on lui explique comment elles ont été produites, ce qu'elles sont. Et je crois que c'est aussi très important de resituer la pornographie comme un endroit de représentation. C'est-à-dire ce sont des contenus qui sont faits pour exciter, pour donner envie, pour prendre du plaisir, y compris visuel, de la même manière que l'horreur, c'est fait pour se mettre un peu en danger, se faire peur. Et resituer les contenus dans un continuum de production, de destination, à mon avis, c'est vers ça qu'il faut se tourner. Après, encore une fois, il y a contenu pornographique et contenu pornographique. Tout dépend de quoi on parle. C'est très différent de regarder un contenu, par exemple du porno amateur qui est tourné sans le consentement de la personne et ça se voit. Et là, en fait, ce que regarde l'enfant, c'est une situation d'abus. C'est très différent de regarder une vidéo pornographique mainstream qui simule une forme de violence. Et c'est très différent de regarder un contenu pornographique éthique qui est produit avec des performeurs qui visiblement s'amusent et sont très contents d'être là. Donc je pense qu'aussi, ces discussions, elles ont besoin de s'appuyer sur des cas, parce que la pornographie n'existe pas. Ce qui existe, c'est des pornographies. Et à mon avis, c'est très important, quand on a ces discussions-là, il faut savoir de quoi on parle, parce que entre une image, voilà, il y a plein de choses. Oui. Merci beaucoup toujours de nous amener ces nuances. Francesco, je sais que tu as sûrement beaucoup à dire là-dessus, mais je te passe quand même le micro pour des réponses brèves. Très bref. Alors, merci pour la question. C'est une question auquel il faut donner, c'est une question complexe à laquelle il faut donner une réponse complexe. Elle va être brève. Je pense que c'est une question très délicate. Je pense qu'il faut faire attention à confondre ce qu'on a l'impression de voir et ce qui est la science. Donc je pense qu'encore une fois, il faut faire appel à la science pour essayer d'esquisser des réponses. On ne sait pas vraiment donner une réponse. C'est très difficile d'évaluer les impacts à moyen et surtout à long terme. Donc ceci veut dire que les études devraient se prolonger dans le temps. Dit ceci, je peux vous dire une chose que peut-être c'est une information partielle. Il y a une étude récente de 2020 qui a réuni 19 études différentes sur ce sujet, qui a réuni environ 6000 abstracts scientifiques concernant la question. La première chose qui est sortie, c'est que la méthodologie des recherches sur ce sujet sont très, très variables et même temps critiquables dans un certain nombre. Mais ce qu'on peut dire jusqu'à là, et je nuance ce que je dis, je mets un conditionnel, heureusement, la situation peut être assez tranquillisante dans le sens qu'il y a des études qui montrent clairement qu'une chose qui se passe, c'est que l'âge des premiers rapports sexuels est plus jeune chez les gens, chez les enfants, surtout chez les adolescents, parce que les enfants, ce n'est pas vraiment étudié, qui étaient exposés à la pornographie, alors que, par exemple, la question de la violence, la question de la santé sexuelle, la question de l'impact psychologique semblerait, je mets au conditionnel, être encore très nuancée et donc sans conclusion claire dans un sens ou dans l'autre. Des études ultérieures sont nécessaires. Merci beaucoup Francesco. Donc on revient à la partie juridique. Qu'est-ce que peut-être en Suisse on peut dire autour de l'accès à la pornographie pour les mineurs? Donc c'est évidemment pas lié à la fiscalité, mais en Suisse, donner l'accès au contenu pornographique aux mineurs est pénalement répréhensible. Donc la discussion du point de vue juridique s'arrête là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire donner l'accès? Est-ce que si vous donnez votre téléphone portable et à Google, vous pouvez mettre porn et voilà, vous avez donné accès à un mineur? Est-ce que c'est déjà ça ou pas? Mais ça, ce sont déjà des nuances. Les règles de base, voilà, c'est ce que je viens de dire. Un grand merci donc aux deux étudiants du cours transversal Comprendre le numérique. Je sais que vous
vous lui posez beaucoup plus de questions et je suis navré d'avoir en quelque part dû la possibilité qu'il y ait une question, mais on a encore 10 minutes avant nous. En tout cas, un grand merci. Et pour répondre les derniers mots, Gued, il est évident que peut-être ces éléments-là invitent aussi à des réflexions d'ordre éthique. Et donc, il faudrait peut-être dédier une conférence encore sur ça. Par ailleurs, il y a un rapport au niveau fédéral qui vient d'être publié autour de l'accès à la pornographie pour les mineurs en Suisse. Je laisse tout d'abord déjà la salle. A-t-il des questions dans la salle? Sinon, en ligne, il y a des questions. La salle elle est un peu plus timide. OK, alors je vais à une question qui était la plus publicité parmi les questions, c'est cela de comment parler au sujet de la pornographie avec sa partenaire, notamment si la personne n'aime pas la pornographie de l'autre personne. Donc voilà, on est vraiment dans un cadre clinique, donc peut-être les deux psychologues, entre autres présents, peuvent nous donner une réponse. Francesco, comment répondre, comment parler à la partenaire, à son partenaire qui n'aime pas le porno? Comment lui parler du fait que la personne aime le porno, l'autre personne? C'est une question de communication. Il est vrai, comme on a vu avant, que 2/3 de la population générale regarde le porno, 1/3 dit de ne pas le regarder. Il y a un biais, certainement. Il y a des couples dans lesquels un ne regarde pas, l'autre veut regarder, l'autre amène la question. En fait, je pense que ce n'est pas seulement une question de pornographie, c'est une question de communication dans le couple, c'est une question de sexualité dans le couple, c'est une question de s'expliquer. Je pense que dans un couple, il faudrait pouvoir se dire les choses, pouvoir poser les limites, pouvoir poser les désirs aussi, non pas seulement les limites, et en fait évoluer ensemble vers ce que les deux peuvent accepter ou pas. Et alors il y a des personnes, je connais très bien, j'ai fait la clinique tous les jours, des couples qui regardent ensemble la pornographie et se disent ce soir, c'est une soirée comme ça, une soirée paix, et d'autres qui ne le feront jamais. Et donc c'est une question de prédisposition, c'est une question d'ouverture, c'est une question d'acceptation, c'est une question de dire aussi non quand on ne veut pas. Donc je pense que c'est une bonne opportunité pour se parler et pour évoluer au mieux ensemble. Merci beaucoup. Merci Francesco. Est-ce que Kathleen, vous souhaitez ajouter, partager aussi votre expérience? Alors, peut-être qu'une des manières, donc pour répondre là, du coup, pratico-pratique à la question à cet interlocuteur, je pense que la première manière de parler de ces questions-là et de l'ouvrir dans le couple, ça va être de discuter non pas de soi, mais de discuter plus généralement de la pornographie d'abord. Donc parler peut-être de qu'est-ce que la pornographie représente pour toi, qu'est-ce que c'est, on va dire, je ne sais pas, politiquement, quelles sont les images qui te gênent, qu'est-ce qui pourrait te déranger, qu'est-ce qui te dérange dans la pornographie, et d'échanger plutôt sur le sujet pornographie avant d'aborder la question de moi, la pornographie, je veux la regarder. C'est peut-être la première manière de l'ouvrir. La deuxième manière de l'ouvrir, en effet, c'est de commencer à peut-être mettre certaines limites, de comprendre pourquoi est-ce que de poser la question du contrôle de l'autre, dans le sens où pourquoi je suis interdit en tant qu'adulte, je quand même le répète, de choisir ce que je veux regarder, que ce soit à la télé ou autre. C'est quoi la problématique? Est-ce que c'est une problématique de valeur, d'éthique, de morale vis-à-vis de certaines choses? Dans ce cas-là, c'est ces valeurs-là qu'il faut discuter et questionner. Et si c'est plus des rapports de peur, de jalousie, qui est quand même un des trucs les plus clairs dans la pornographie, dans ce cas-là, c'est la question de la jalousie qui doit se questionner, de la possessivité, de ces choses. Et voilà que était définitivement censuré. Y a-t-il une... Elle reviendra, j'espère. Merci en tout cas pour son partage. Y a-t-il une question dans la salle? Oui, c'est là, mais il y a là... Oui. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Alors, oui, merci. On a parlé un peu d'intelligence artificielle ce soir dans la salle. Et moi, je me posais des questions par rapport à l'IA générative qu'on est en train de voir que ça se développe. Et j'avais vu un article, c'était par rapport à des enfants dans une école au Royaume-Uni qui avaient utilisé l'IA générative pour créer des photos pornographiques de leurs copains, de
classe donc d'autres enfants et que cela constituerait en effet donc de la pornographie enfantine faite par d'autres enfants. Et ça, c'est pas uniquement limité aux enfants, bien sûr. Maintenant, avec cette IA générative, on a bien la possibilité de faire de la pornographie de quelconque type sur n'importe qui, dans n'importe quel type de situation. Donc, comment est-ce que vous abordez cette question qu'on est un peu en train de voir la naissance? Un grand merci d'avoir invité l'intelligence artificielle. Je pense que seul, peut-être, c'est parmi ce tableau à même de pouvoir répondre à cette question. Alors déjà, oui, merci beaucoup pour la question et je suis très intriguée par cet article auquel j'aimerais avoir accès parce que aujourd'hui, les IA génératives d'images, une des plus connues peut-être Midjourney ou DALL-E, ont des filtres en place. On ne peut pas générer ce qu'on veut. Moi, je travaille beaucoup avec et je peux vous dire que même sans chercher à créer des images pornographiques, on est très limité. Donc, je serais assez curieux de savoir comment ces enfants ont pu faire ce qu'ils ont fait. Après, encore une fois, ce qu'ils ont fait peut se faire aussi avec Photoshop. On peut faire un montage. On peut aussi voler un contenu d'une personne sur son téléphone. Donc, certes, l'IA va démultiplier éventuellement un problème, mais pour moi, elle démultiplie un problème existant, qui est encore une fois une brèche de consentement. Et des enfants qui font cela, clairement, n'ont pas été sensibilisés à ce que voulait dire le consentement des personnes dans l'acte sexuel, mais aussi tout simplement la représentation sexuelle. Alors voilà, je suis un peu disque rayé avec le consentement, mais je crois que vraiment, c'est la valeur cardinale. Et elle nous permet d'avoir une ligne éthique, y compris dans l'usage des IA. Voilà, c'est une réponse assez courte, mais en réalité, voilà, je crois qu'il faut presque prendre le problème à la racine, c'est-à-dire pourquoi ces enfants font ce qu'ils font, quels sont les objectifs. On déborde aussi de la question pornographique. Quand on utilise l'image de quelqu'un pour le représenter dans un contexte pornographique, pour moi, on n'est pas dans la sexualité. Là, on est dans la weaponisation de la sexualité, on est dans le harcèlement scolaire, et ça pose d'autres questions, en fait. Un grand merci, Sol. Donc, il y a la dernière question dans la salle. Il me semble qu'il y avait quelqu'un. Oui, c'est là. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier Muriel et tout le bureau de la transformation numérique, donc toute l'équipe, ainsi que toute l'équipe audiovisuelle qui nous permet, donc, qui nous assiste ce soir. À vous la dernière question. Bonsoir. Alors j'ai une question de fiscalité. Parce que si je travaille pour l'industrie du porno en tant que, je sais pas, actrice, j'ai un revenu. Sur ce revenu, je suis moi en tant qu'actrice imposable, mais la société sur laquelle je vais diffuser, je sais pas trop comment ça marche, mais ne le serait pas. Enfin, c'est une vraie question que je vous pose. En tant que personne, je serais taxée, mais pas Pornhub ou enfin, la grande entreprise dont vous avez parlé. Merci. Donc, j'imagine que ça se passerait quelque chose comme ça, que cette personne, actrice ou acteur, vend en gros son vidéo à la compagnie de diffusion. Donc, il y aura un paiement que ça sera fait en tant que revenu des personnes physiques. Donc, ce paiement, vous allez recevoir, cette personne va recevoir sur son compte bancaire quelque part en Suisse, en France, etc. Et ça va être imposé en tant que revenu de votre activité. C'est que j'ai expliqué, mais c'est vrai qu'on avait peu de temps. Et en fait, je me suis concentrée plutôt au niveau des profits qui sont faits par les sociétés qui diffusent après ces vidéos partout au monde. Et ça, c'est un autre niveau d'imposition, si vous voulez. Mais en fait, il y a effectivement, vous touchez une question qui n'est pas facile. Il y a une grande question qui se pose aussi comment on taxe, comment on impose les personnes physiques qui travaillent dans ce domaine. Et aussi dans le domaine des live cam, par exemple, que j'ai aussi un peu exclu de ce rapport parce que on peut dire, est-ce que c'est vraiment... Enfin, on peut discuter si c'est pornographie ou pas, ou travail du sexe, etc. Donc, ça, c'est exclu. Mais voilà, la personne va normalement être imposée dans son lieu de résidence où elle travaille et où elle travaille. Et il y a encore une autre couche, en fait, d'imposition des sociétés internationales. J'espère que j'ai répondu à votre question. C'est bon? Le rapport, je vous invite encore une fois à lire, il porte notamment sur comment imposer fiscalement les plateformes de diffusion de contenu porno vidéo
ici en Suisse. C'est ça la clé de ces questionnements, et d'autres questions, elles sont écartées de cette recherche. Donc pour moi, l'occasion de vous remercier de votre présence, ainsi que des questions que tu as posées en ligne. Désolé si le temps il est réduit et ça se termine ici. Merci donc Yaniv Benamou qui va prendre la parole pour clore cette... c'est le cas? Oui, pour clore cette soirée. Merci beaucoup Ferdinando, c'est vrai qu'il est l'heure. Comme ça, on va libérer tout le monde. C'est assez vertigineux, je trouve, le nombre de questions que ce domaine, ce champ pose. Les questions qui ont été posées sur la Slido le démontrent. Je suis content d'avoir appris que le porno est omniprésent et que la consommation, c'est 541 siècles, c'est ça ? Avec 35% de consommation vidéo plutôt de cette industrie. Donc c'est évident, tabou ou pas, qu'il est important, notamment à l'université, de traiter ce sujet, et le rapport que tu as, auquel tu as contribué et les recherches qui vont venir sont certainement importantes pour mieux comprendre le sujet. Alors, diversité et complexité d'un sujet, on doit hélas clore. En tout cas, c'est le lieu pour moi de vous remercier toutes et tous d'être venus, ou ceux qui suivent en distanciel pour cette conférence. Je vous donne rendez-vous à la prochaine qui aura lieu le 20 mars, qui portera sur le futur des écoles. Et là, il sera de nouveau question de protection des enfants vis-à-vis des écrans, à quel moment il faut et de quelle manière il faut implémenter les écrans dans les écoles. Donc on serait ravis de vous retrouver le 20 mars pour la prochaine conférence. Je me dois et je me réjouis de remercier vivement nos intervenants, le modérateur ainsi que le Centre Maurice Chalumeau pour ce partenariat, et bien évidemment le Bureau de la transformation numérique avec lequel je collabore depuis des années. L'équipe technique, c'est un grand plaisir de collaborer pour ces grandes conférences et je me réjouis de la suite. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.